on va passer au deuxième moment de cette soirée. Justement, on va se dire jusqu'où Le Pen peut-elle, et le Front National peut-elle espérer se hisser. Et le temps d'accueillir les trois autres invités, nous allons revisiter ce dont vous veniez de parler, Marie-Christine Vergiat, c'est-à-dire c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, le 21 avril 2002. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous ne soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Si, mais disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante, peut-être. Le suspense est plus intéressant. On va plutôt dire. À la pêche? À la pêche. Premier tour, les élections. Ça sera pareil. Qui que ce soit, ça sera pareil. Qui que ce soit. Non, mais j'ai entre 16,5 et 19 pour Jospin. Ah, c'est large, hein. Ouais, c'est large. C'est quoi votre affaire? C'est un sondage demi-journée qui m'a été donné. La demi-journée, c'est de la merde. Ouais, non. Arrête de pas peur, tu serais comme Premier ministre. C'est bon. Vous avez... L'affaire est pliée. Il est plié pour lui, il est gagné pour nous. C'est pas bon, lui. Ça, c'est des propos les pareils. Il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. L'onde de choc, Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. À gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. Les Verts, le PC, le PS, l'UDF et Démocratie libérale appellent officiellement à voter pour Jacques Chirac. Et puis les manifestations continuent. 30 000 lycéens et étudiants rassemblés aujourd'hui dans les rues d'une vingtaine de villes de France. La gauche est sonnée. Lionel Jospin, hors jeu, n'a fait qu'une brève apparition au bureau national du Parti socialiste. C'est François Hollande qui est chargé de mener campagne pour les législatives. Autre chiffre, et ils expliquent peut-être le bon score de l'extrême droite, et ils sont en tout cas sans précédent, ceux de l'abstention, 28,4%, à la décimale près, nous vous le donnions d'ailleurs dès hier soir 19h. On l'a beaucoup dit, c'est un record. J'ai préféré m'abstenir parce que j'étais mécontente. Parce que je disais il faut qu'il se passe quelque chose, c'est tout. Je pense que c'est un électrochoc et que ça va peut-être réveiller les gens sur la responsabilité du vote, quoi, en fait, tout simplement. Deuxième moment de notre grand débat ce soir, le Front National peut-il vraiment gagner la présidentielle? Eh bien, justement, là, nous allons parler du Front National avec des journalistes et des chercheurs, toujours en compagnie de Fabien Escalona, qui est à la fois chercheur en sciences politiques et journaliste à Mediapart pendant le temps de l'élection présidentielle. Nous sommes en présence de Cécile Alduy, vous êtes souvent venue à Mediapart et vous avez contribué, etc., par votre connaissance de ces enjeux-là. Vous avez fait un livre qui s'appelait « Marine Le Pen prise au mot ». Vous avez continué, c'est le tout dernier, « Ce qu'ils disent vraiment, les politiques prises au mot ». C'est aux éditions du Seuil. Vous êtes par ailleurs donc essentiellement professeur de littérature à l'université de Stanford. Parfois, en se décalant, on voit mieux ce qui se passe dans son pays. Et vous êtes aussi chercheur associé au CEVIPOF. En face de vous, Mathilde Goannec, journaliste à Mediapart, notamment à la rubrique sociale. Et Mathilde, tu as fait un reportage qui nous a beaucoup interpellés parce qu'on va faire plusieurs reportages au long cours, sortir de la course des petits chevaux et aller voir ce qui se passe dans la société. Tu as été dans l'Aube, un beau nom de département dans l'est de la France, où tu as raconté le sentiment d'abandon de ce département plutôt rural et tu vas nous le redire. Et tu prépares actuellement une autre enquête sur justement qu'est-ce qui se passe au niveau de la tentation Front National dans le monde syndical, qui est normalement un monde plus engagé, hein. Le taux de syndicalisation en France est faible, dans le monde syndical aujourd'hui, c'est à lire bientôt sur Mediapart. De l'autre côté, Florent Gougou, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Grenoble et vous êtes spécialiste notamment du vote ouvrier
hein, et on va se poser cette question qui, par rapport au cliché qui dit les ouvriers seraient acquis au vote Front National, on a eu tout de suite un indicateur tout à l'heure, 28,4% d'abstention au premier tour de 2002, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le vote, il y a aussi l'abstention. Et un quatrième invité que nous allons rejoindre par Skype et que Fabien, tu vas nous présenter, qui est Joël Gombin, qui a contribué sur Mediapart, qui est politologue, spécialiste de sociologie électorale et qui a donc traité de la question du Front National. Est-ce que Joël Gombin est avec nous ? Oui, je suis avec vous. Vous nous entendez ? D'abstention au premier Tout à tour fait. de 2002. Il n'y a pas que le vote, il y a aussi l'abstention. Vous nous entendez ? Et un quatrième Oui. invité C'est bon. que nous allons rejoindre par Skype et que Fabien, tu vas nous présenter. Il faut que vous coupiez le son du live, je crois. Voilà. Comme Comme- politologue, spécialiste Je ne sais de pas comment. sociologie électorale et qui a donc traité de la question du Front National. Est-ce que Joël Gombin est avec nous ? Voilà. Vous nous entendez ? D'abstention au premier Tout à tour fait. de 2002. Il n'y a pas que le vote, il y a aussi l'abstention. Vous nous entendez ? Et un quatrième Oui. invité C'est bon. que nous allons rejoindre par Skype et que Fabien, tu vas Allô, allô ? présenter, qu'il faut Oui, que vous c'est- coupiez le son du live. Je crois. Il y a deux choses qui se chevauchent, mais je ne sais pas qui peut l'expliquer à Joël Gombin, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez uniquement par Skype, parce qu'autrement on entend le décalage du live. Est-ce que vous me comprenez ? Sur Skype. Ah, C'est bon, voilà. C'est bon, Joël. Bon, bonsoir Joël. Alors, tu as rédigé un article pour Mediapart qui s'appelle « Ce que peut attendre le Front National de l'élection présidentielle » et où tu essaies justement de dépasser le jeu des sondages et de te fonder sur les résultats réels et leur histoire récente et ce qu'ils peuvent nous aider à dire pour estimer, on va dire, une fourchette de résultats que peut espérer le Front National. La première question, c'est quelle méthode tu emploies pour essayer de mesurer cette fourchette ? Oui, alors effectivement, il s'agissait moins de faire de la prédiction ou de la prévision au sens où les sondages essaient de le faire, que de regarder comment dans le passé, quelle dynamique électorale au fond le Front National avait pu enregistrer. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait un rapport qui était à peu près stable entre le nombre de voix que le Front National obtient lors des élections locales, des élections européennes, et puis lors des élections présidentielles qui ont toujours accepté pour la dynamique électorale des élections nationales dans lesquelles s'inspirant la dynamique est la plus forte pour 2017. Alors, en sachant bien que depuis 2011-2012, National a connu une dynamique ascendante, ascensionnelle, très forte, qui l'a même conduit à quelque chose d'assez inédit, c'est que lors des dernières élections régionales, en particulier au second tour, que Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2012. Je pense que là, on a un souci avec la connexion, hein, qui fait que ce n'est pas très bon. Vous êtes haché et donc on ne vous écoute pas très bien. Et après, il y avait un chevauchement. Donc, je pense qu'on va continuer autrement. Et si la régie arrive à rétablir la liaison, allô, Cognac Jet, on verra. C'est pour les enfants, hein, les petits enfants. Voilà. Nous allons reprendre. Et nous allons reprendre, donc je commence par toi, Mathilde, pour, comme toujours, hein, la réaction un peu du terrain. Hein. Qu'est-ce que tu as rapporté donc de ce reportage dans l'Aube qui ne peut pas se simplifier, justement. On ne peut pas mettre les choses dans des boîtes, et le titre le dit bien, une sorte de sentiment d'abandon, mais ce qui reste à savoir, c'est comment va-t-il s'exprimer dans les urnes. Oui, alors
Effectivement, c'est toujours compliqué de résumer un territoire et même de résumer un reportage. C'est une population que j'ai rencontrée rurale, mais très composite, donc des agriculteurs, des ouvriers. C'est un peu ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le territoire rural est aussi un territoire industriel, donc avec des questions d'emploi qui sont très importantes. Mais c'est vrai que tous disent à peu près globalement la même chose, que ce soit des profs, des agriculteurs, des ouvriers, des précaires. C'est que ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent n'est absolument pas relayé, n'est absolument pas entendu, et que ceux qui en font un élément de campagne, ceux qui réagissent à ce qu'ils vivent, c'est quand même plutôt le Front National. Donc moi j'ai vu des gens qui sont engagés et qui du coup, je crois, sont un peu protégés par rapport à ça, mais qui ressentent avec leurs antennes une montée, en tout cas une imprégnation très forte du vote, ou du vote Front National, ou en tout cas des idées du Front National. Pour plusieurs raisons, il y a le désarroi politique, l'offre actuelle politique ne convient pas, la question sociale évidemment très très importante, la question des salaires, la question des trop bas salaires pour vivre correctement, et puis le racisme. Et c'est là où j'étais un peu, moi, surprise. J'ai une lecture très sociale par mon tropisme, par ma rubrique. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas la sous-évaluer. Les deux se combinent, la question du racisme, de la peur de l'autre, de la peur de l'étranger, même dans l'aube, et la question sociale. Et c'est quoi cette peur de l'étranger quand tu en parles avec eux? En fait, c'est en résonance avec la question de l'emploi, c'est-à-dire la peur de celui qui va me prendre mon travail. Je pense à un autre témoignage que je n'ai pas recueilli dans l'Aube, mais d'un syndicaliste marseillais qui disait je suis dans une entreprise où les conditions de travail sont bonnes, où on n'a pas de difficultés particulières, mais mes collègues ont des enfants qui sont en âge de travailler, qui ne trouvent pas de travail, et ils ont peur que ce soit l'arabe du coin qui leur prenne. Voilà. Et que faire face à ça? L'arabe, il est français aussi. quel que soit l'arabe, c'est pas rationnel. C'est juste le travail manque. La sécurité manque et donc du coup on va chercher, c'est vieux comme le monde, on va chercher la désignation de celui qui ça sera le plus pauvre ou le plus différent de moi ou le plus étranger à moi et à ma vie. Donc voilà, il y a ça. Par rapport à cet impact que tu disais du Front National, parce qu'on va faire dans 3 semaines un live que prépare la rédaction sur le programme du Front National. On va montrer combien ce n'est ni démocratique, puisque c'est ni social, ni de lien avec d'autres peuples. On va montrer tout ça, on va décrypter tout ça très concrètement. C'est un rendez-vous donc dans le live, donc ce sera le 22 mars exactement. Mais c'est ça que je voudrais comprendre, c'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire simplement que, vu la crise des partis politiques, de la représentation politique, simplement le Front National est celui qui gueule plus fort, celui qui fait écho à cette colère, à cette aigreur, cette tristesse, ce sentiment d'abandon, et donc ils n'entendent pas, c'est pas la question du programme, c'est simplement... Je crois qu'il y a deux choses, il y a la question du programme. Enfin, il y a la question de celui qui est là quand les autres ne sont pas là. Et puis moi, j'ai hâte qui est là sur le terrain, qui est là sur le terrain. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Mais j'ai hâte de vous entendre parce qu'ils sont là sur le terrain. Et là, je me réfère c'est une nouveauté. à ces deux jours là, passés dans le Nord-Pas-de-Calais, pour le coup. Tous les syndicalistes, parce que c'était sur un angle plus syndical, comment le syndicalisme peut être imprégné ou impacté, tous disent ça. Ils disent le FN tracte désormais dans les entreprises. Enfin, à la porte des entreprises. Le FN est sur le terrain, le FN est à côté de nos équipes militantes. Et quand on lit, et tous disent ça aussi, quand on regarde un tract rapidement, on est séduit. Une syndicaliste disait aussi avant-hier, après d'Alain Beaumont, si j'écoute la radio, je suis d'accord. Et c'est terrible, parce qu'il faut que je me réfère à mes valeurs et à mon parcours militant pour me reprendre. Et tous disaient, le FN est caméléon. Le FN a récupéré notre agenda revendicatif, a récupéré notre parole revendicative, et donc c'est encore plus difficile qu'avant. Un autre syndicaliste FSU, l'éducation nationale, prof d'université, il est prof dans le Val-de-Marne, me disait on ne peut plus dire le FN c'est caca, le FN c'est des fachos. Maintenant, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, beaucoup plus dans la complexité, parce que le discours classique, simpliste, ne suffit pas, parce que le FN a complexifié son approche. Et le FN laboure le terrain. Voilà.
Alors on me fait signe qu'on va pouvoir, et je vais laisser Fabien opérer, revenir avec Joël Gombin, et après on sera avec Cécile Alduy et Florent Gougou. Joël, vous êtes là? Oui. Alors oui, Joël, oui, vous essayez tout à l'heure de nous expliquer au fond comment essayer d'estimer ce que peut espérer ou à quoi peut s'attendre le Front National. Vous expliquiez dans le papier qu'il y a un nouveau palier, peut-être franchi par le Front National, mais vous estimez en même temps assez peu probable qu'elle puisse dépasser les 30% dans un premier tour et assez peu probable qu'elle puisse gagner dans un deuxième tour. Sur quoi est-ce que vous vous fondez pour livrer ce qui n'est évidemment qu'une estimation et aucunement un pronostic? Voilà, en fait, l'idée est assez simple, elle est de constater historiquement qu'il y a un ratio qui est relativement stable entre le niveau atteint par le Front National lors de l'élection présidentielle, qui a toujours été pour le FN son élection reine, son élection la plus porteuse, et puis le niveau atteint aux élections intermédiaires, élections locales, élections européennes. Si on regarde le niveau tout à fait nouveau, qui a été atteint par le FN lors des élections intermédiaires depuis 2012, on peut estimer que ça dessine un potentiel, disons, électoral pour Marine Le Pen qui se situe quelque part entre, disons, 21 et 29% à peu près, selon les hypothèses qu'on retient. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que le score de Marine Le Pen ne peut être que dans cette fourchette-là. Ça dessine un potentiel à un moment donné. Ce potentiel, il peut soit ne pas être réalisé entièrement, si elle fait une contre-performance, soit au contraire, ce potentiel, il peut éventuellement être dépassé si jamais les circonstances politiques ou des évolutions structurelles permettaient à Marine Le Pen d'élargir ce potentiel. C'est pour ça que je pense que ce potentiel ne lui permet pas en l'état de dépasser les 30%, mais il est possible que d'autres éléments lui permettent éventuellement de franchir cette barre qui ne me semble pas indépassable au premier tour. Alors justement, quels sont ces autres éléments qui pourraient lui permettre soit de franchir à la hausse ou d'aller à la baisse? On a vu qu'elle aussi, elle est prise dans des affaires qui sont documentées, y compris par Mediapart et surtout par Mediapart et quelques-uns de ses confrères, un petit peu quand même. Bon. Et donc on voit sous le discours qu'il y a, et qui n'est pas faux, c'est finalement ça glisse sur elle beaucoup plus que sur François Fillon. Comment tu interprètes ça? Oui, alors effectivement, la question des affaires judiciaires, historiquement, n'a jamais véritablement prêté à conséquence pour le Front National. Alors pour une série de raisons sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir, mais ce n'est pas forcément le propos ici. Mais en tous les cas, il peut y avoir des éléments conjoncturels qui peuvent jouer contre le Front National. Néanmoins, moi, ce qui me frappe dans cette campagne présidentielle, c'est que depuis le début de la séquence présidentielle, les intentions de vote, en tout cas telles qu'elles sont mesurées dans les sondages pour Marine Le Pen, sont d'une stabilité tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est rien passé du point de vue des intentions de vote pour le FN depuis le début de cette campagne, alors que, par ailleurs, il se passe plein de choses. Hollande ne se représente pas, Fillon est désigné contre toute attente, Hamon est désigné contre toute attente, Fillon est pour le coup pris dans des affaires importantes et qui lui font perdre une partie du soutien de sa base électorale. Et pendant ce temps-là, il ne se passe rien pour la courbe des intentions de vote de Marine Le Pen qui ne frémit pas. Ce qui fait penser que pour l'instant, on est quand même plutôt sur des éléments structurels. Pourquoi? Parce que la caractéristique du vote FN au cours des dernières années, c'est qu'elle est le fait d'électeurs qui sont extrêmement mobilisés, extrêmement motivés, extrêmement acquis à la cause de leur championne, et que à peu près rien ne peut détourner de leur championne. La seule variable, au fond, c'est la participation. Est-ce que ces électeurs susceptibles de voter pour le Front National vont voter ou ne vont pas voter? Mais s'ils vont voter, dans la plupart des cas, ils vont voter pour le Front National.
Alors justement, dans votre papier, vous soulignez que la sociologie de l'électorat de Marine Le Pen, et on va en parler tout à l'heure avec Florent Gougou, peut être un handicap puisque la place des milieux populaires qui structurellement s'abstiennent davantage peut lui jouer des tours. Tout dépendra du niveau, à la fois du niveau et de la structure de la participation lors de cette élection présidentielle. Il est clair que structurellement, l'électorat du Front National, peu diplômé, plutôt issu des classes populaires, est un électorat moins participationniste, plus abstentionniste que la moyenne. Ça, c'est vraiment la sociologie de l'abstention pour les nuls. Et donc, ça explique pourquoi on peut avoir un potentiel du vote FN qui n'est pas toujours réalisé. Maintenant, sous la Ve République, l'élection présidentielle est l'élection reine, celle durant laquelle la participation est la plus élevée. Et donc, on peut penser que lors de l'élection présidentielle qui s'annonce, même si un certain nombre d'études aujourd'hui nous disent le contraire, mais je serais très prudent avec ces études parce que c'est très difficile de sonder la participation, il est très probable qu'on soit à un niveau de participation élevé et que dès lors, les groupes sociaux les plus susceptibles de s'abstenir, mais qui sont aussi pour certains d'entre eux les plus susceptibles de voter pour Marine Le Pen, vont venir assez massivement aux urnes. Et donc ça, c'est plutôt un élément qui plaide, je dirais, pour le haut de la fourchette et qui laisse penser que Marine Le Pen pourrait atteindre un niveau plutôt en haut de ce socle que je dessinais tout à l'heure, voire un petit peu au-delà. Merci Joël Gombin. Merci de vous être prêté à l'exercice de loin et nous continuons. Alors, toi, Fabien. Oui, je propose peut-être à Florent Gougou de rebondir, parce que vous êtes électoraliste comme Joël Gombin, vous avez travaillé sur le vote ouvrier. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Mathilde tout à l'heure, notamment les valeurs sur lesquelles les électeurs votent. On a souvent eu du mal à voir que oui, les ouvriers pouvaient voter sur des valeurs xénophobes. Qu'est-ce que dans ton travail, qu'est-ce que la science politique en général nous dit sur le vote ouvrier, que toi tu as étudié en plus sur le temps long? Et je t'ai tutoyé, donc bon, c'est pas grave. Allons-y. La sociologie électorale, d'abord, la première chose qu'elle nous apprend sur le vote Front National, c'est que c'est d'abord un vote qui est motivé par le rejet de l'immigré. Et c'est la grande dimension qui unit tous les électeurs du Front National, quelles que soient leurs préférences en matière économique, quelles que soient leurs préférences en matière d'Union européenne, quelles que soient leurs préférences sur toutes les autres questions. Sans le rejet de l'immigration, on ne vote pas pour le Front National. On a des chances extrêmement faibles de voter pour le Front National. Ce qui fait la force du Front National chez les ouvriers, c'est que précisément, c'est le groupe social qui est le plus hostile à l'immigration. Et donc, il n'y a pas spécialement de surprise à que ce soit dans ce groupe-là qu'elle retrouve, que le Front National et que Marine Le Pen, à l'heure actuelle, trouvent un très large soutien, et que ce soit fondamentalement le groupe social qui la soutient le plus. Maintenant, quand on regarde les évolutions électorales récentes, on est dans un nouveau monde depuis les élections européennes de 2014, un nouveau monde où le Front National fait plus de 25% des suffrages exprimés à 3 élections consécutives, les européennes, 25,2 en métropole, les cantonales, les départementales en 2015, encore une fois 25,8 au premier tour en métropole, les régionales, encore mieux, 28,4. Donc 3 fois consécutives au-delà de 25%, alors que jusque-là, le meilleur score qu'avait réussi le Front National était autour de 18% pour Marine Le Pen en 2012 et 2002 si on additionne Le Pen et Maigret. Bref, un nouveau monde, un nouveau paysage électoral, et si bien que tout ce qu'on pouvait dire sur ce qui s'était passé auparavant, je ne suis pas complètement convaincu qu'on puisse simplement le recalquer aujourd'hui et se dire que les clés de compréhension qu'on avait jusque-là des rapports entre les élections intermédiaires et l'élection présidentielle, le fait que l'élection présidentielle soit nécessairement la meilleure élection pour le Front National, le fait qu'il ait des difficultés à passer au second tour, pour l'instant, soyons extrêmement prudents. Et c'est d'abord l'élection présidentielle de 2017 qui va nous dire à quoi ressemble le Front National dans ce nouveau paysage électoral pour l'élection présidentielle, parce qu'on n'a encore jamais eu la présidentielle dans ce nouveau monde. Ce qu'on sait, pour revenir à la question des ouvriers, c'est qu'on a quelques données d'enquête par rapport au départemental et surtout par rapport au régional. Et au régional, on a enregistré dans une enquête post-électorale que j'ai dirigée avec Vincent Tibéry après les régionales de 2015, un
niveau absolument record chez les ouvriers, 50% des ouvriers qui ont voté pour le Front National, quand on avait un petit peu moins de 30, donc 28% dans le... Des ouvriers qui ont voté, absolument. Voilà, alors, bien préciser cette question. Oui, mais j'y reviens de suite après parce que c'est important. C'est important et souvent ça nous amène à nous tromper, mais pas dans le sens où vous l'attendez ou vous l'espérez. Je ne sais pas. Donc on a enregistré un niveau absolument record et qui est très différent du monde d'avant. Donc, y compris en 2012, en très forte progression. En valeur absolue, mais aussi peut-être en surreprésentation. Exactement. Donc, en valeur absolue toujours, et en surreprésentation. Jusque-là, le maximum qu'a obtenu le Front National en survote des ouvriers, c'était Marine Le Pen en 2012 au premier tour, avec à peu près, selon les enquêtes, 30% chez les ouvriers, donc plus 12. Et là, on passe d'un coup à plus 22. Et je vous passe tous les calculs qu'on peut faire en termes de rapport. En tout cas, on est clairement dans un nouveau type de rapport de force qui fait qu'il y a un survote ouvrier en l'espèce massif, en fait, et qui renvoie juste, le seul précédent historique qu'on a, c'est à quoi ressemblait le vote des ouvriers pour le Parti communiste avant les années 80. La question de l'abstention maintenant. La question de l'abstention, c'est souvent, de mon point de vue, en tout cas, celle qu'on mobilise pour ne pas voir la réalité. À savoir que la réalité, c'est que les ouvriers votent massivement pour le Front National à l'heure d'aujourd'hui. J'entends souvent, je lis souvent, oui, attention, il faut faire attention. Au fond, l'expression, c'est mais c'est l'abstention, le premier parti ouvrier de France. Et, si vous prenez les régionales, l'abstention, c'est le premier parti de quasiment tous les groupes sociaux. Donc, il faut arrêter de vouloir voir une spécificité chez les ouvriers avec l'abstention. Quand on a comme au régional à peu près 50% d'abstention, et voilà, c'est le premier parti de absolument tous les groupes sociaux, y compris ceux qui participent le plus massivement aux élections. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a un différentiel sociologique qui s'accroît quand on a des élections intermédiaires, mais en fait, en structure sur à quoi ressemblent les électeurs qui viennent voter par rapport à ceux qui ne viennent pas voter, j'ai jamais observé des différences qui sont drastiques. Oui, puis il y a eu des enquêtes des fois sur les abstentionnistes, on leur demandait si on vous oblige à voter, et souvent on a des résultats qui ne sont pas très différents du résultat final. C'est pour ça qu'en fait, effectivement, les mouvements entre l'abstention et la participation peuvent expliquer des choses à certains moments, mais en tout cas, ça ne change pas dramatiquement les résultats électoraux. Florent Gourou, ce que vous dites de manière très très claire, ça interpelle très, très fortement, puisqu'il y a un an, il y avait les mobilisations sur la loi travail. Il y avait toutes les forces qui disent, nous sommes les forces de la question sociale. Nous sommes les forces de la question sociale. À ce même moment, le Front National demande l'interdiction des manifestations, n'est évidemment pas présent. Dans ce cas-là, ce n'est pas lui qui est dans l'agenda et ce n'est pas lui qui vient manifester. Il déserte ces questions. Et donc ça voudrait dire que ceux qui pensent être les représentants politiques de la question sociale ne voient pas en face ce que vous nous dites, c'est-à-dire que les gros bataillons ouvriers et aussi en partie employés, je suppose, c'est-à-dire les groupes sociaux les plus populaires, sont du côté de cet adversaire, l'extrême droite. Parce qu'ils ont longtemps pensé que le problème, c'était les ouvriers qui comprenaient mal leur message, alors qu'en fait, sans doute, c'est le message qui est mauvais et qui donne pas sens aux conditions d'existence des ouvriers, des ouvriers plus largement, en fait, des milieux populaires, de ceux qu'on appelle les perdants de la mondialisation, de ceux qui sont menacés à la fois dans leur identité culturelle et dans leur travail, dans les structures économiques, par les transformations du monde qui sont vécues et qui sont vécues à l'heure actuelle et pour lesquels le discours des partis de gauche qui sont issus du mouvement ouvrier et qui pensent toujours être les représentants naturels de ces groupes sociaux-là, pensent que le discours qui pouvait tenir dans les années 70, au moment où il n'y avait pas de chômage, il aurait toujours du sens à l'heure actuelle, alors que concrètement, si vous allez voir un ouvrier aujourd'hui, la première préoccupation qu'il a, c'est effectivement la question de l'emploi, et que la question de l'emploi, personne n'a réussi à trouver une solution depuis 30 ans. Résultat, il faut trouver d'autres, en tout cas, pour eux, il y a d'autres types de conflits qui peuvent donner sens à leur vote plutôt que simplement de dire je vais me décider par rapport à la question économique, alors qu'en fait la démonstration a été faite depuis 30 ans ou 40 ans que d'une part on n'a pas de solution par rapport au chômage, en tout cas que personne n'a trouvé la solution par rapport au chômage, et que d'autre part les solutions économiques qui sont proposées par les partis de gouvernement sont fondamentalement les mêmes. Cécile, lui, vous pouvez réagir sur ce qui a déjà été dit et puis peut-être à partir de votre livre sur les stratégies discursives du Front National, justement pour élargir son audience. Oui. Alors, tout ce qui a été dit est à la fois passionnant et confirme un petit peu ce que moi je trouve dans mon approche qui est d'étudier l'offre politique et pas le reçu. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, elle a construit une explication du monde et notamment
des défaillances du système social français, du système économique pour ces classes populaires qui fait sens. Il est très simple, mais il est extrêmement cohérent et elle décline à tous les niveaux son nationalisme intégral qui permet de faire une lecture simple, lisible du vécu des gens. Et très peu d'autres candidats mettent des mots sur les mots des gens. Alors ça a été démontré d'une façon à la fois magistrale et terrible par François Hollande, qui a été totalement incapable non seulement d'expliquer ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait, mais de parler. Qu'on n'écoutait plus, vous oui, dites dans votre qu'on livre. n'écoutait plus et qui était inaudible. La version de la courbe. Tout à fait, avec des expressions qui ne parlent à personne, en partie parce que l'inversion de la courbe, ça ne veut rien dire aussi d'un point de vue mathématique, donc même pour les scientifiques, ça ne veut rien dire. Mais aussi, c'est un président qui n'a jamais été à l'écoute de ce que voulaient entendre les Français. Des petits symptômes comme ça, c'est la personnalité politique qui utilise le moins l'expression « les Français », qui n'utilise jamais les gens, qui n'utilise même pas mes compatriotes. C'est quelqu'un qui a parlé de la France, de l'inversion de la courbe du chômage, et jamais du quotidien, de la vie des gens. Et finalement, les électeurs, ils veulent que ce soit leur vie qui change, pas un petit point ou 0,1 point en moins du déficit ou de la dette publique. Alors, quels exemples, par exemple, enfin oui, justement, utilise Marine Le Pen pour parler de la vie quotidienne? C'est-à-dire concrètement les mots qu'elle emploie. Alors déjà, elle a un vocabulaire qui est beaucoup plus simple que celui de François Hollande. Et puis, elle a construit un récit du monde. C'est pas simplement une question de vocabulaire. Finalement, les hommes politiques, ils savent s'adapter à leur auditoire. Quoique, parce que par exemple Jean-Luc Mélenchon, il sait parler de l'augmentation du SMIC qui est le coût d'un carambar, mais c'est aussi parler de tous les détails techniques des problèmes phytosanitaires liés aux pesticides, machin, etc. Et moi, je suis aussi perdue. Donc lui-même a un problème de dialogue, de communication, au sens où dans une communication, il y a quelqu'un qui parle, mais il faut que quelqu'un comprenne de l'autre côté. Et donc il faut quand même essayer de s'interroger à qui on parle. Marine Le Pen, c'est pas tellement que son vocabulaire est plus simple. La stratégie qu'elle a eue sur le vocabulaire, c'est de le rendre moins offensif et moins rebutant. Donc, elle a mis la xénophobie du Front National sous une couleur passable, normalisée, non seulement qui ne fait pas peur, mais qui adoube cette forme de rejet de l'étranger en lui donnant une légitimité rationnelle. On n'a plus les moyens. Les caisses de l'État sont vides, tout le monde le dit. François Fillon a dit, on est en faillite. Et en plus, elle offre un récit d'explication de pourquoi on est ici. C'est qu'à partir des années 70, on a ouvert les vannes de l'immigration. Elle vous sort des chiffres impressionnants, peut-être vrai d'ailleurs, qu'on a accueilli 20 millions d'étrangers en 40 ans. Et à partir de là, ça fait un calcul mathématique vraiment simple, qui vous dit, ben voilà, si on arrête ça, on récupère tout ce qui a été perdu en termes de dépenses publiques pour cette immigration, et on vous le redonne. C'est la Robin des Bois moderne du chômage de 2017. Sur le dos, bien sûr, d'une partie sur le dos d'une partie de la population qui est en plus française aujourd'hui. Donc, je ne valide pas ce discours, mais ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est un récit simple, cohérent et qui explique tout, sans rebut. Alors que les autres récits ont du mal avec certains trucs. Par exemple, justement, avec l'immigration. L'autre problème, c'est qu'il n'y a aucun contre-discours de la part des autres partis sur l'immigration, qui reste tout de même une question, vous venez d'en parler, l'identité culturelle, c'est quelque chose qui n'a pas été pris au sérieux par les autres partis. Un imaginaire concurrent. Voilà, comme vous dites, il y a une vision du monde, il faudrait un imaginaire concurrent. Il faudrait qu'il y ait un récit concurrent qui explique aussi bien le monde, mais qui donne des solutions différentes et peut-être qui ne prennent pas de bouc émissaire dans le processus. Alors, Florent, est-ce qu'on peut aussi décaler peut-être un peu le regard, parce qu'on est toujours très centré sur la France et ce qui nous arrive, mais bon, il se trouve que le FN est quand même un des partis de droite radicale les plus forts en Europe. Tu as travaillé sur l'Allemagne, et en regardant aussi l'évolution du vote ouvrier en Allemagne. Alors jusqu'à présent, la question des enjeux nationalistes, les enjeux xénophobes, ça ne marchait pas trop, en tout cas pour la droite radicale. Et puis là, on a vu un petit changement avec l'irruption de ce parti AfD. Est-ce qu'en Allemagne aussi, on arrive dans un nouveau monde? Comment tu interprètes les choses? Pour l'instant,
de mon point de vue, il est un peu tôt pour parler de ce qu'est la vie politique allemande. On en saura beaucoup plus à l'automne prochain avec les élections nationales qui pourront nous dire si la percée qu'on a enregistrée pour l'AfD aux élections régionales de l'an passé est encore... va effectivement se concrétiser aux élections nationales. On a connu dans le passé des partis d'extrême droite et qui peut-être ne sont pas exactement la même chose que l'AfD, mais en tout cas qui étaient associés à l'extrême droite, qui ont pu percer aux élections européennes en 89, par exemple, à des élections régionales et qui n'ont jamais réussi à faire des scores aux élections législatives. On verra ce qu'il en est. Et si au fond on est dans une situation plutôt à la britannique où UKIP pouvait faire des gros scores aux élections européennes et après venant aux choses sérieuses, à savoir quand est-ce qu'on discute du point national, eh bien on avait d'un coup une puissance électorale qui était bien moindre, ou si on va effectivement, on aura un parti de droite radicale comme on a partout en Europe, virtuellement, et aussi en Allemagne. Jusque-là, par rapport à la question des ouvriers, ce qu'on observait en Allemagne, c'est que précisément le fait qu'il n'y ait pas cette offre de droite radicale faisait qu'on avait un abstentionnisme, cette fois-ci massif, des ouvriers par rapport à l'ensemble de l'électorat et qu'on observait, y compris aux élections législatives, qui sont celles où on participe le plus en Allemagne, comme de la même façon que c'est la présidentielle à laquelle on participe le plus en France, et où là, en revanche, on n'observe pas spécialement de décrochage massif des ouvriers en termes de participation électorale. Et donc je l'expliquais par précisément le fait qu'il n'y avait pas l'offre électorale qui donnait du sens en fait aux conditions d'existence des ouvriers à l'heure actuelle, et face à l'absence de cette offre électorale, voilà. Il n'y avait pas de vote en fait, puisqu'il n'y a pas l'offre qui correspond. Maintenant, AfD. Surtout, ce qu'il faut retenir sur l'AfD, encore une fois, c'est que c'est d'abord un parti qui est né, et c'est ce que ça veut dire, au début, c'est Alternative für Deutschland, c'est parce que Angela Merkel avait dit il n'y a pas d'alternative à l'euro, et elle, précisément, AfD avait dit si, il y a une alternative, c'est plus d'euros. Et donc, c'est un parti qui était d'abord juste contre l'Europe. Et c'est le jour où ils ont commencé à chevaucher des questions de rejet de l'immigration qu'il y a eu la flambée électorale. Et ça nous rappelle que tous les partis de droite radicale en Europe de l'Ouest, à l'heure actuelle, font de leur principal fonds de commerce. C'est d'abord la question du rejet de l'immigration, qui peut être matiné d'aspects de défense de l'État-providence aussi. Mais ce qui fait le cœur chez les électeurs, c'est d'abord le rejet de l'immigration. On est bien sur le terrain de la tradition de l'extrême droite, de ce point de vue, quels que soient les nouveaux visages. Alors, on est sans doute du côté de la vieille extrême droite nationaliste. En revanche, c'est quand même associé à d'autres types de conflits à l'heure actuelle. Et l'enjeu, ce n'est pas spécialement de défense de la construction de l'État, d'une part, ou de rapport, ou de colonisation, ce genre de choses. Mais c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays et comment est-ce que l'identité peut être menacée, mise en danger, ou je ne sais pas encore quels sont les mots qui sont utilisés, par cette grande révolution mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec le développement d'une série d'institutions supranationales, avec des vagues d'immigration venant du tiers-monde qui ont changé ce à quoi ressemblent les sociétés européennes, en particulier en France, en fait, tout simplement avec le fait que la fin de l'Empire colonial a amené des populations dans le territoire métropolitain qui jusque-là n'étaient pas dans le territoire métropolitain et qui ont créé les conditions de la politisation de ce genre de questions-là, de conflits-là. Et c'est au moment où précisément l'immigration a été politisée, était devenue un enjeu électoral, que le Front National est apparu. Tout simplement parce qu'en fait, il faut que ces enjeux-là deviennent des sujets au cœur du débat public. Et plus ils le deviennent, plus la droite radicale, elle est forte. Et c'est précisément ce qu'on observe sans doute depuis la période 2007 jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais connu des polarisations aussi fortes sur les questions de l'immigration, même si le Front National n'est sans doute pas le parti qui en parle le plus à l'heure actuelle. Oui, absolument. Allez-y. Alors, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, donc j'ai fait toute une étude sur tous les candidats actuels de la présidentielle pour justement traquer ce genre de choses. Qui parle le plus d'immigration? Est-ce que tout le monde en parle? Et finalement, il y a une surmédiatisation de la question de l'immigration. Marine Le Pen reste la personne qui en parle le plus, et de très très loin. Donc là, on peut faire une analyse vraiment objective en rassemblant tous ses discours et tous ceux de ses concurrents. Même François Fillon, qui a des positions très similaires sur l'immigration, réduite au strict minimum, assimilation, etc., pour de l'uniforme à l'école, pour abolir tout signe distinctif. C'est quand même elle qui en parle le plus. Le mot immigration, c'est le 12e mot qu'elle utilise le plus dans tous ses discours. Chez les autres, ça vient après le 50e mot, voire Jean-Luc Mélenchon, ça doit être 400, 1000, enfin c'est vraiment très loin. Donc c'est elle qui en parle le plus, mais dans les médias, on en parle beaucoup plus que ce que les politiques eux-mêmes en font.
quand on regarde tout le spectre politique, l'immigration n'est pas un thème majeur. Dans les 2-3 dernières années, les hommes politiques, les présidentiables ont parlé d'économie énormément, de politique énormément, d'immigration un tout petit peu, sauf Marine Le Pen. Donc je suis d'accord, ce n'est pas forcément le Front National qui le remet toujours au goût du jour. Je crois que les médias le font pour elle, ainsi que toute cette mouvance au-delà du Front National, que ce soit la surface médiatique de quelqu'un comme Éric Zemmour, que ce soit la fachosphère, que ce soit égalité-réconciliation. Il y a tout un sous-réseau Internet qui alimente constamment cette thématique. Le plus intéressant même là-dedans, c'est qu'au fond, ce qu'on retient au cours des 10 dernières années comme polémiques qui sont liées à l'immigration, c'est le débat sur l'identité nationale, c'est le pain au chocolat, ce sont toutes des choses qui sont, enfin, les saillies sur l'immigration, c'est pas le Front National, c'est aujourd'hui UMP devenu les Républicains qui se sont drôlement radicalisés sur la question de l'immigration, au point où, au fond, le Front National n'a même plus besoin, enfin, en tout cas, reste associé fondamentalement à cette image d'immigration, mais sans avoir des saillies ou des choses, enfin, ou un discours qui heurterait fondamentalement les gens dans leurs valeurs, parce qu'en fait, juste, il ne tient pas des propos polémiques à ce sujet-là, et au contraire, on observe, avec précisément ce à quoi vous avez référence tout à l'heure, à savoir le fait qu'avec le changement de génération, eh ben, les étrangers dont le Front National pouvait parler sont aujourd'hui seulement des Français, et ça explique en partie le recadrage de l'enjeu immigration à travers aujourd'hui la question de l'islam, plutôt que de simplement le fait de savoir... Juste si je peux juste me permettre, les élus, les représentants syndicaux qu'on a rencontrés, le service social et moi ces derniers temps, disent quelle est la bonne stratégie pour faire comprendre à nos adhérents qui sont dans l'erreur. Est-ce qu'il faut cibler le Front National ou est-ce qu'il faut parler plus globalement ou combattre plus globalement? C'est parce qu'en ciblant le Front National, on évacue le fait que la droite tient des propos sur l'immigration inacceptables ou sur la gauche, une partie de la gauche aussi. Donc en fait, c'est aussi très compliqué pour elle. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller frontalement sur le Front National ou est-ce qu'en faisant ça, on oublie une énorme partie du débat et on ne va pas se piéger nous-mêmes à faire du FN un bouc émissaire en fait, d'un problème beaucoup plus large. Donc je pense que c'est une vraie question pour les structures engagées, les structures syndicales. Un paradoxe presque déprimant, c'est que d'une certaine façon, le Front National est devenu le sommet de l'iceberg sur la question de l'immigration, parce qu'effectivement, maintenant, ils parlent beaucoup plus de l'islamisme. Et donc, ils ont trouvé un autre vocabulaire pour parler de la même chose, parce que c'est toujours associé à l'immigration dans leur discours. Mais le problème n'est pas le Front National, mais comment cette offre est reçue, accaparée et intégrée par des franges de plus en plus larges de l'immigration, de la population. Est-ce qu'on n'est pas au cœur de cette vieille vérité politique que dans l'histoire et dans des contextes différents et sous des visages différents, puisque, y compris, vous avez vu qu'un de vos collègues qui enseigne aux États-Unis, Enzo Traverso, tâtonne autour du concept de post-fascisme pour essayer de décrire une autre réalité et pas simplement regarder dans le rétroviseur, que en fait ces forces qui jouent des boucs émissaires et des divisions en exploitant un trouble ne progressent que parce que les forces installées politiques ne créent pas d'imaginaire concurrent, n'ont pas de réponse concrète aux réalités que vivent les gens, et du coup épousent au contraire, et c'est bien ce qui s'est passé dans notre pays depuis 30 ans, depuis plus même, l'agenda de cette force, les mots de cette force. Je pense que c'est ça que vous constatez, c'est que ces mots, ils traversent les autres familles. Et moi, ça m'avait amusé, ce ne serait pas le mot, mais ça m'avait intéressé de regarder qui parle comme le Front National aujourd'hui. Alors la gamme est extrêmement large. Ça va de Manuel Valls quand il parle de clash de civilisation, qu'il s'interroge, est-ce que l'islam est compatible avec la République, alors que Marine Le Pen, elle, dit l'islam est compatible avec la République, mais après elle va critiquer l'islamisme et faire des amalgames. À bien sûr Laurent Wauquiez qui va beaucoup plus loin que Marine Le Pen dans ses tracts des régionales, par exemple. Il y a très peu de personnes qui sont épargnées, et même François Hollande qui parle de français de souche. Donc la contamination par le vocabulaire du Front National est beaucoup plus large. Et du coup, je pense effectivement, totalement d'accord avec vous, il faudrait qu'il y ait un contre-discours qui propose une lecture cohérente et
et qu'il fasse un récit de ce que c'est que l'immigration en France aussi, parce qu'on n'a toujours pas intégré qu'est-ce que c'était. Alors je ne sais pas si ça vaut pour contre-discours, mais on a un candidat qui apparaît candidat au contre-discours, en tout cas. Oui, un candidat au contre-discours, un candidat qui apparaît comme l'antithèse de Marine Le Pen aujourd'hui, qui est Emmanuel Macron, parce que lui, au lieu d'être sur un souverainisme intégral, il est sur un libéralisme intégral. Exactement, à la fois il a sa cohérence. politique, économique et culturel. Alors, question faussement naïve pour Mathilde, dans les reportages que tu as fait, à la fois chez les syndicats et dans l'Aube, est-ce qu'on t'en a parlé ou est-ce que tu as abordé le sujet? Non, Macron, franchement, mais je pense que c'est, encore une fois, c'est les limites du reportage. Hein, mais dans l'Aube, non, parce que les gens que j'ai vus, notamment les agriculteurs, ne sont pas du tout intéressés par l'offre Macron. Ça ne correspond pas à leur univers. Ils sont plutôt de droite classique, ou alors abstentionnistes, ou alors Front National. Et dans les milieux syndicaux, non, Macron n'est pas vraiment, de ce que j'en ai compris, considéré comme une offre. On est plutôt sur du Jean-Luc Mélenchon, très fort, abstention, et éventuellement Front National et Parti Socialiste, mais pas non plus très souvent évoqué. J'aborde la question parce que l'hypothèse d'un second tour Macron-Le Pen n'est plus à écarter aujourd'hui. Florent, en sciences politiques, on parle d'un clivage, alors je ne suis pas sûr que le terme soit bon, mais ouvert-fermé. Quelque part, on serait vraiment dans ce nouveau monde que tu nous annonces si on avait cet affrontement-là avec une grande inconnue qui est le comportement des électeurs des appareils traditionnels socialistes et républicains. On serait effectivement dans le summum de l'affrontement entre les partisans de la mondialisation heureuse d'un côté et ceux qui estiment que la mondialisation, dans son principe, est une atteinte à ce qui fait la France et à ce qui la faisait bien fonctionner avant qu'elle ne devienne une réalité incontournable dans le monde contemporain. Est-ce que, justement, tout en ayant bien entendu ce que vous disiez sur l'abstention qui est présente dans toutes les catégories sociales, et par rapport à ce que disait Joël Gombin tout à l'heure, qui ne croit pas trop à la possibilité de cet accident démocratique, et si je vous ai bien entendu, vous dites non, on est quand même rentré dans un nouveau paysage. Si je prends mutatis mutandis, ce qui s'est passé au premier tour de 2002, et je le reporte là, cette fois-ci, au second tour. Nous avons un Front National qui a un socle électoral fort, notamment dans le monde ouvrier, les catégories populaires, qui peut récupérer des voix de droite qui sont déçues, qui ne sont pas représentées ou qui ont été elles-mêmes extrémisées, droitisées. Il faut voir la campagne de M. Fillon, et qui donc peut être très fort en vote positif. Et nous avons de côté, si nous avons Macron, quelqu'un qui n'a pas de vote populaire dans les classes populaires massifs, qui est héritier de ce qui est l'antithèse, qui est plutôt l'héritier de ce qui se produit depuis ces années, et qui se trouve face à une gauche qui elle-même est divisée, déçue, ne se sent pas représentée. Et donc, je rappelle le chiffre du premier tour de 2002, 28,4% d'abstention. Mutatis mutandis, encore une fois, c'est comme pour le vote Trump, il ne s'y attendait pas, c'était le plus fort taux d'abstention depuis 2000, à une élection présidentielle américaine. Donc, tout ça mis bout à bout, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver, selon vous qui regardez de près les tendances, avec cet accident démocratique où une Marine Le Pen à plus de 30% au premier tour se retrouve, dans un contexte où en plus d'autres événements peuvent se passer, présidente de la République au soir du 7 mai 2017. Ce qui est intéressant, et ce qui est en filigrane de quasiment tous nos commentaires jusque-là, c'est que personne n'a remis en question la présence de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et c'est ça, le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est un monde dans lequel, compte tenu des résultats des européennes de 2014 et des élections de 2015, ça paraît absolument, comme une normalité, au fond, que Marine Le Pen soit au second tour de l'élection présidentielle. Et ça renvoie à des réalités électorales intangibles, à savoir qu'aux élections de 2014, aux élections de 2015, si on prend à chaque fois, pour chacune des élections, dans chacune des circonscriptions qui étaient en jeu, les deux premiers candidats, eh ben, le Front National était dans la majorité des cas dans ces deux premiers candidats, alors que ce n'était pas le cas dans l'ancien monde avant 2007. Et 2002, de ce point de vue-là, ça, c'est un accident. C'est un accident parce qu'il n'y avait rien, parce que le Front National n'avait pas structurellement cette position qui le faisait avec, y compris dans des mauvais, qui ferait qu'aujourd'hui, même Marine Le Pen, avec une forme de contre-performance, à savoir un score inférieur aux 25% des européennes, par exemple, pourrait encore arriver au second tour. Et on pourrait,
personne ne remettra en cause. Enfin, aujourd'hui, je crois que je ne dirais pas une bêtise si je vous disais que Marine Le Pen, avec 22% des suffrages, on peut toujours penser qu'elle arrivera encore au second tour. Et sans doute, elle fera plus que cela. En tout cas, c'est bien pire qu'en 2002. En tout cas, mais bien sûr, et c'est ça le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est un Front National qui est au-dessus de 25%. En revanche, dans ce nouveau monde, pour le moment, ce qu'on sait des élections intermédiaires, c'est que le Front National s'est montré complètement incapable de gagner au second tour. Si demain on devait faire ça, faire un Guinness des records de défaites au second tour d'élection, eh bien, Marine Le Pen, le Front National de Marine Le Pen serait très haut là-dedans. Je le rappelle, juste pour information, au département de 2015, c'est 2% de succès au second tour. Et dans les régions c'est 0%. Ou PACA, dans les régions, c'est 0%. Et même encore plus intéressant, c'est que au régional de 2015, Marine Le Pen, dans sa région, là où elle est candidate, et elle qui est sans doute la meilleure candidate du Front National, elle échoue à 10 points de Xavier Bertrand, avec des résultats qui sont souvent inférieurs à ce qui était fait par les candidats FN aux élections départementales au mois de mars. Ce qui tendrait à indiquer, hypothèse de travail pour le moment, que plus l'enjeu de pouvoir est important, plus le Front National fait peur, et plus au second tour, il a du rejet contre lui. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi, qu'on a vu par ailleurs dans le baromètre, par exemple, de la Sofres, qui mesure chaque année l'image du Front National, à décider est-ce que le Front National est un danger ou pas. Et bien précisément, en fait, pour le monde, on a enregistré en 2015 et en 2016, la tendance historique était au recul de l'idée que le Front National était un danger en France, jusqu'à passer à moins de 50% en 2014, et en 2015 et en 2016, c'est repassé au-dessus de 55%. Parce que dans ce nouveau monde, c'est le paradoxe du Front National, c'est que plus il est fort, plus il fait peur. Cécile Alduy, vous vouliez réagir à la même question, ce sera la fin de cet échange. L'idée que ce serait un accident démocratique. Moi, je ne pense pas que ce serait un accident démocratique. Je ne pense pas que ce soit probable, mais c'est possible. J'habite aux États-Unis, donc j'ai eu l'expérience de quelque chose d'improbable qui est devenu une réalité. Et surtout, ce ne serait pas un accident démocratique parce que elle aura totalement intégré les règles du jeu démocratique jusqu'au bout pour parvenir à l'accession à la présidence. Et l'offre politique en face aura failli, dans sa propre capacité, à faire obstacle à la montée du Front National démocratiquement élu. Du coup, ce ne sera malheureusement pas un accident, mais peut-être une catastrophe démocratique. D'autres questions? Fabien? Pas pour moi. On va... Mathilde, une réaction? Non, juste, encore une fois, les syndicalistes disaient attention à ne pas mettre toutes nos forces là maintenant, parce qu'après, il y a les législatives, et après, il y a les élections d'après. Et donc, c'est exactement cette logique-là, c'est-à-dire, encore une fois, à se focaliser trop maintenant, on oublie le danger à venir, qui est que si ce n'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Donc, méfiance. Merci à vous trois. Fin de ce grand débat.